à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la série Star Wars Andor. Et on va vous parler de toute la saison 1. Donc une partie no spoil pour commencer, et il y a quand même, nom de Dieu, beaucoup de choses à dire. Déjà, je vais vous demander, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, pour moi, je n'ai pas regardé d'autres séries Star Wars à part Obi-Wan et Andor. Et la première chose que je tiens à dire, c'est que ça me motive vachement à regarder les autres. Je suis d'accord. Ça a été un mauvais point d'entrée Obi-Wan, dans le sens où ça n'a pas été du tout à la hauteur. Ouais, une série très attendue mais qui nous a vraiment déçus en termes de scénario, surtout, Ouais, incohérence beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai abordé personnellement Andor sans préavis, sans hype aucune. Et j'ai été grandement surpris, agréablement surpris, par la qualité de cette série. Et pourtant, le début ne vend pas du rêve. Oh oui. Ça met un petit temps à démarrer, ça c'est clair, mais on le ressent beaucoup plus quand on attend les épisodes de semaine en semaine que quand on la regarde d'un coup, je pense. Là, ce qui est pas mal déjà, c'est que si vous binge-watchez, vous allez passer les 3-4 premiers épisodes. Parce que c'est des et après, épisodes assez parti. courts de 35 minutes, max 40. Donc c'est vrai que nous on attendait de semaine en semaine, donc on a trouvé le début long, mais si vous les regardez d'affilée, entre guillemets, vous allez sûrement pas avoir cette sensation de longueur. Déjà, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est par le scénariste, co-scénariste de Rogue One, Tony Gilroy. Que Sod adore. Mais il est exceptionnel ce mec parce que avec Andor, il vous livre une autre facette de Star Wars. Pour certains, une facette qui était là au tout début, plutôt politique, plutôt sombre, avec un grain dans l'image, etc. Si vous avez aimé Rogue One, vous allez aimer Andor. C'est une certitude. Elle est beaucoup plus noire, je trouve. Alors le début, il faut le temps de s'accrocher, mais par la suite, les propos qui sont donnés... Le développement des personnages, on a vraiment des personnages emblématiques et très intéressants, notamment le personnage préféré de Matt. Le développement est assez fou parce qu'il y a de la tension, il y a de la politique, et ça n'arrive pas souvent dans un Star Wars. Ça fait plaisir. Quand c'est là, et quand ça devient un élément central de l'intrigue, auquel tournent tout autour les personnages, c'est un vrai plaisir d'avoir cet aspect politique. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi cet aspect plus... on va visiter beaucoup de planètes, c'est Star Wars, donc évidemment beaucoup de planètes, mais elles ont toutes leurs petites différences, mais elles sont toutes rassemblées dans le fait qu'elles sont oppressées par cet empire qui assoit sa mainmise toujours plus fort. Et c'est un berceau d'intrigue et de personnages, mais totalement fabuleux. Oui, on a vraiment les prémices... J'aurais quand même une petite nuance à faire, c'est que ça fait peur à certaines personnes d'avoir autant de planètes, parce qu'on s'y perd. Parce que c'est un peu comme avoir beaucoup de personnages, tu rajoutes beaucoup de planètes. Il y a quand même beaucoup de personnages, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de planètes au début, mais après on se pose, et par, on va dire, 2-3 épisodes, on reste sur une planète pendant un moment. Oui. Donc on a le temps de se familiariser, on a le temps de développer des propos, des personnages, etc. Des cultures. Des cultures, donc c'est pas mal du tout. J'avais quelque chose à dire, mais je l'ai oublié. je suis dégoûté. Mais allez-y, je vais retrouver. Ouais, du coup, on va compléter un peu. Au niveau, moi, du rythme de cette saison, je l'ai trouvé... Vas-y. Il faut se décider, mon garçon. Pour le rythme, je vais vite fait enchaîner. Pour le rythme, c'est quelque chose que j'ai trouvé plutôt bon. On a toujours un peu un schéma, 2 épisodes de construction, un épisode où ça pète. Vraiment avec de l'action, des tensions. Et quelle action! Spéciale dédicace à l'épisode 6 qui pour moi était l'un des plus réussis dans ce domaine-là. Et la photographie de cet épisode était folle, on peut pas vous spoil, mais vous allez être devant votre écran, si vous aimez Star Wars, comme ça. La mâchoire qui se décolle. Et ça fait du bien. C'est vendu comme ça, c'est vendu sur la création de la Résistance. Sauf qu'on est vraiment sur sa première saison 1, sur cette saison 1, on est sur les balbutiements. C'est vraiment ce que je te disais, les prémices de la Résistance. Là, on a vraiment l'explication de pourquoi beaucoup sont devenus résistants, notamment Andor.
comment au début on sent vraiment que c'est le mec qui est très égocentrique, qui veut vraiment lui s'en sortir, et comment à la fin de la saison il va vouloir entrer dans la résistance. Et on a une série qui veut pas se précipiter, à cause ou grâce à notre scénariste Tony Gilroy, parce qu'il prend son temps, il pose les choses, ce qui fait que ça peut avoir une sensation de longueur, mais c'est pour mieux sublimer ces fins de saison, cette apothéose, très plaisant. Alors, j'ai quand même un truc à dire, c'est qu'actuellement, Andor se fait bâcher par les Américains, surtout par des gros streamers américains, donc qui n'aiment pas trop la direction que ça a pris. Déjà, il y en a beaucoup qui étaient très déçus qu'il n'y ait pas de Force dans une série Star Wars et qui l'ont bâché dès le début. Hein. Voilà, c'est vrai. Mais moi, vraiment, avis personnel, il faut des différences. Si tu fais des séries Star Wars ou des films Star Wars différents, elle a sa force, elle a sa propre caractéristique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas aimé Mandalorian ou Boba Fett, probablement que vous allez aimer Andor, parce qu'elle veut dire quelque chose de totalement différent de toutes les autres séries ou de tous les autres films. Voilà, donc pour moi, la diversité, c'est une force, ça va plaire à beaucoup de monde, et notamment aux insatisfaits des dernières séries et des derniers films. Oui, notamment, ça n'a rien à voir avec la série Obi-Wan. Enfin, à part que c'est dans l'univers Star Wars, sinon il n'y a absolument aucune comparaison, que ce soit en termes de rythme, d'histoire ou de façon dont c'est centré sur les personnages. Parce que dans Obi-Wan, on était vraiment centré sur Obi-Wan, Anakin, que là, dans Andor, il y a énormément d'autres personnages autour de Cassian Andor. Exactement. Bah, je pense qu'on a tout dit, hein, niveau partie no spoil. Hein, Bah grave. On va pouvoir rentrer dans les détails. Ouais, clairement. Bon allez, on fait une petite pause et on vous reprend après. Alors, Matt, Sod, qui veut attaquer le premier dans le spoil? Je vous laisse la main. Bah vas-y, Orquail, on avait commencé tout à l'heure, donc je t'en prie. Ok, alors, en termes de spoil, je dirais que c'est une série qui a été très intéressante au niveau des intrigues. On a eu beaucoup de développement de personnages et de personnages vraiment très intéressants. Je pense notamment à Luten Rael, le personnage préféré de Matt, que Sod adore également et que j'aime beaucoup aussi. Un personnage complexe et très bien construit, avec énormément de profondeur, qu'on a découvert tout au long de cette saison et qu'on aimerait découvrir vraiment encore. On aimerait d'ailleurs qu'il y ait limite un film ou une série qui soit faite rien que sur lui, parce que c'est vraiment un personnage ouais, bah c'est comme on le disait dans la dernière vidéo, l'épisode 12, j'aimerais tellement qu'il développe encore un peu plus son lore dans la saison 2 et qu'il le développe encore plus, qu'il nous en fasse un personnage mais grandiose au même titre qu'un Anakin, un Han Solo ou un truc comme ça, parce que le personnage a le potentiel. Ouais, il est badass, on sent que c'est vraiment le mec intelligent avec beaucoup d'expérience, mais qui a un côté émotion qu'on a dans un épisode notamment, qui fait des discours de fou tout en menaçant des gens, mais qui a toujours la classe. C'est clair, et qu'on ne peut pas détester même quand il... Enfin... C'est clair. C'est vrai que c'est Andor, c'est juste un prétexte pour avoir du Luten, mais qu'est-ce qu'on aime ça, quoi. Alors, peut-être pas à ce point-là, mais c'est vrai que c'est un personnage génial. Si je voulais que je continue sur les personnages, j'ai également adoré la sénatrice dont j'arrive jamais... Que tu corriges tout mon Mon Mothma, j'arriverai jamais à dire le nom correctement, mais qui est un personnage que j'ai adoré aussi. Peut-être moins charismatique que Luten, avec moins de facettes différentes, mais également hyper intéressant et qui nous permet de découvrir tout un univers de Star Wars dans tout ce qui est du coup le Sénat, tout ça. D'ailleurs, j'aurais aimé que ce soit plus développé encore sur le Sénat, puisqu'on a... Alors, c'est intéressant parce que les personnages, on les découvre petit à petit. C'est-à-dire qu'au début, Mon Mothma, elle est pas si intéressante que ça. Elle fait limite place en figuration. Et petit à petit, on creuse derrière ce qu'elle pense, ce dont elle a envie, etc. Et ça devient un personnage, mais qui va avoir une importance pour la saison 2 de fou. Et il y a des personnages comme ça. Je veux dire,
Je n'ai jamais son nom, mais je vais retrouver. Décris-la. Oui, la superviseure. Miro. Miro. Elle a Miro. un potentiel de fou et Oui. on la découvre réellement quand elle commence à torturer Bix. Bix. Oui. Oh, on la découvre déjà pas mal Oui, avant. mais- Mais c'est vraiment le personnage antipathique que tu aimes détester. Mais il y a un travail sur les personnages comme à la Lutel. Mm. C'est-à-dire que tu te fais une idée du personnage Oui. et là tu vois Miro commencer à torturer avec le petit sourire, avec Bah, la on petite s'y narine qui attendait, tressaute. hein. Oui, mais ça sublime le personnage, tu es en mode oh Parce mon que dieu. c'est vraiment le personnage dont on comprend les ambitions dès le début, qu'on voit monter petit à petit en Oui. responsabilité dans la série. Mais- Et même si on la déteste, on se dit, ouais, mais elle sait ce qu'elle veut, elle, Ouais. et elle va obtenir ce qu'elle veut. J'adore Et ce ça- genre de personnage, Ouais. de méchant, tout que tu simplement. aimes détester. Voilà. Mais on les... ouais, et t'as dit quelque chose d'ultra important, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est le fait d'aimer à détester. C'est par exemple l'un des plus grands méchants charismatiques, c'est Dark Vador. Et c'est un méchant vraiment, voilà, très très méchant, tu vois, mais tu l'aimes ce personnage. Et je trouve que la façon dont les personnages sont créés dans cette série, c'est que tu aimes détester la superviseure Miro. Pareil pour Karn. Ah non, moi non. Oui, toi tu J'ai l'aimes trop pas. mal avec lui. Mais moi je l'adore. Le mec est sadomaso. Ah oui, il me met tellement mal à l'aise. C'est Bah, en fait, c'est ça, c'est Oh. son mal à l'aise qui est plaisant. Ah oui, mais Bah, c'est trop bien fait, je suis je sais pas ce que t'en pensais, mais dans la dernière scène de Mero et Karn, quand il la moi sauve, j'adore. voilà. Ah, c'est exceptionnel. Tu sens cette tension qui n'est pas une tension sexuelle, mais une tension malsaine, qui est Oui. une tension. Exactement. Bah, t'as la tension sexuelle de son côté à lui. Parce que c'est Oui. évident qu'il la kiffe de fou, mais. Mais tu sens que c'est pas normal. Et oh là là, le jeu de regard, en même temps t'as Miro qui est limite suppléant. Traumatisé, ouais. Enfin, c'est très psychologique. Mm. Et ça, c'est Tony. Ouais, non, mais. Tony, merci. Ouais, Parce que exactement. ça donne de la profondeur au personnage qu'on Ah, pourrait je juste suis dire. d'accord avec toi, bah, Karn, il a vraiment une profondeur dans le. Il te met mal à l'aise que des fois il me fait penser à Dahmer, tu vois. La Mais façon oui. où il regarde, tout ça, enfin. Peut-être que c'est un dameur. Hein. Ah, C'est- J'en suis convaincue. Le développement d'un psychopathe avec sa mère qui à chaque fois qu'il tu sais, qui pas le pousse à bout, mais en tout cas essaye de l'enterrer, de lui dire non, t'es qu'un Ah nul, ouais, donc etc. tu le verrais peut-être plutôt en Bates, tu sais, avec sa mère qui finit par assassiner. Voilà, tu parles moins. Ça peut Ah, c'est la devenir. relation avec la mère qui m'a fait penser à ça. Ouais, mais vraiment, pour moi, le développement de ces personnages est incroyable. Et ça prend du temps. Ça Oui. prend beaucoup de Mhm. temps. Là où certains personnages, je pensais notamment à la cousine de Matt Vel, Motma, oui, Vel. Vel, j'y pensais en fait. Quand tu commençais à parler de personnages un peu décevants, moi ce qui s'est imposé direct à moi, c'est Vel. Oui. Parce que, Plein de promesses quand Ouais, on la Mais voit c'est pas apparaître. grave, je fais confiance à Tony. oui, mais tous ces personnages Son dont Dieu, on Tony. connaît pas l'existence, donc c'est des créations de la série. Mm, Mais du coup, qu'est-ce qu'elle va devenir dans la saison 2, tu vois? Ouais. Et c'est là qu'elle va peut-être prendre une plus grosse ampleur. Son j'espère. envol. Oui, parce que moi personnellement, je lui en Son veux pas, nouvelle. je l'ai trouvé très bien. Prenons une minute de silence pour cette blague pourrie. Très bien dans le début de la série, Vel, mais c'est vrai que dans la fin, elle était décevante. Parce Alors. qu'on avait vraiment l'impression qu'elle était là juste pour être là. Oui. Bah, de toute façon, on en avait parlé. On va pas revenir sur ce qu'on disait, mais on aurait dit en fait qu'elle s'en fichait de tout, quoi, pour pas paraître grossier, mais elle était juste là, sans être là. Elle n'a eu aucune incidence, elle n'a eu presque aucun rôle à jouer, alors que pour moi, c'était le grand final, et c'est là que tout devait s'accélérer et prendre une autre dimension. Oui. Si je peux amener d'abord une petite version de mon côté, c'est que Vel, elle est ultra intéressante au début, quand on la découvre. Exactement. Déjà au niveau de son visage, elle fait beaucoup plus Amazon, c'est la chef, donc elle Et a ça des nous décisions fait un choc du à coup prendre. quand on la découvre Exactement. en cousine de Maud Motma. Oui, Mais- c'est clair. Là, elle ne fait plus que de la figuration Ouais. et elle n'est pas intéressante. On la voit juste un peu triste parce que Mm. sa copine Cinta ne veut pas la regarder et ça s'arrête là. Oui. Mais elle aura une importance dans le futur parce qu'elle va J'espère. très certainement travailler avec Andor sur d'autres cases, sur d'autres attaques, etc. Mm. Donc on va... C'est Bah, la vraiment relation, un- elle va être dure entre Ouais. les deux, parce que bon, Ouais. on passe pas facilement d'une Oui. relation où... de je veux te tuer à on travaille ensemble. Exactement, voilà. Donc, tout ça, c'est Mais oui. très Mais complexe. c'est un personnage effectivement sur la fin de cette saison dont on attendait beaucoup parce qu'elle était vraiment bien dans le début et qu'on Ouais. espère retrouver dans cette saison 2 et retrouver la Vel du début de la saison 1. Oh, c'est une certitude. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, je pense. Ouais.
Ouais, au niveau des personnages, on en a parlé beaucoup. Ce que j'ai bien aimé aussi avec... alors on commence à parler de la fin d'Andor, mais quand on dit la série Andor, on parle à Cassian, on pense à Cassian, mais c'est une réflexion que je me suis faite aussi à la fin, c'est il y a la maman. Marva Andor. Il y a Marva Sa mère Andor, adoptive, oui. qui est super important parce que finalement c'est elle qui a l'air de lancer la rébellion sur leur planète, oui. Sur leur planète et dans le cœur d'Andor, de Cassian. Et donc ça, pour moi, voilà, c'est... Bah, oui, c'était le développement le plus logique, je pense qu'on pouvait faire. C'était le seul lien affectif qu'Andor avait, donc sur ce côté-là... Avec Bix. Oui. Avec Bix, c'est plutôt logique. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer, mais... voilà, j'ai regardé une petite déception pour la fin. Un sentiment, comme on l'avait dit dans l'épisode, on va pas répéter, un final un peu bon, mais tiédasse pour un final, un bon épisode, mais alors, un peu... sur ce final, en fait, sur le, final, le seul souci, c'est que Tony nous avait pas préparé à avoir ce passage de la prison, le fait de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors que tout était préparé pour une fin de saison qui allait se passer exactement comme ça. Oui. Dans ma tête, je regarde l'avant-dernier épisode, je savais déjà tout ce qui allait se passer. Et exactement. Mention spéciale, je pensais exactement comme toi, quand le vaisseau commence à décoller, avec tous les potes de Andor, moi je me suis dit non, ça va exploser en plein vol. Et oh mon Dieu. Là, je pense que si cette décision avait été prise, et là j'en parle en ne sachant absolument pas ce qui va se passer dans la saison 2, que ça aurait juste lancé une hype de folie, ça aurait juste démarré quelque chose, la série aurait pris une autre dimension, parce que tu perds autant de personnages importants, enfin importants entre gros guillemets, mais il y a Bix, il y a le robot, il y a ses deux potes, mais voilà, ça aurait été tellement quelque chose de fort qui lancerait Andor dans sa quête. Tu penses pas qu'il serait complètement parti en live en mode attaque suicide? Si. Vu le personnage. Si, il serait totalement parti comme ça. Mais en même temps, il a le karma, donc il s'en serait sorti, quoi. Oui, mais il aurait peut-être été chercher Luten, et là, ça aurait donné un sens de fou, mais peut-être que Bix aura ce destin dans la saison 2, je sais pas. Donc, à voir. Ce que j'ai pas aimé, moi, dans le dernier épisode, c'est que tu te dis que Cassian est un idiot. C'est-à-dire que ah non, je me suis pas dit ça. On le prépare. On prépare tout pour qu'il aille sur la planète pendant la célébration, etc. Et en fait, tu te dis, mais non, il faut pas y aller. Il faut réfléchir un petit peu. Il est malin quand même, Cassian. Et non, il fait exactement ce que tout le monde attend. Oui, mais il le fait bien. Et oui, il le fait bien parce qu'en même temps, il a de la chance. Ouais, mais en même temps, sa mère est morte, sa pote, elle s'est fait emprisonner. Évidemment qu'il va y aller. Moi, ce que je me dis juste, c'est... C'est le mec badass qui fonce toujours. Corrigez-moi si je me trompe, mais quand Andor passe un appel à son pote. Qui est sur place, ouais. Oui, ils avaient pas contrôlé l'Empire, les communications de ce truc? Oui, surtout que tout le long, il arrête pas de lui dire... ouais, pas de nom. Pas de nom, et le gars, il arrête pas de faire Cassian, écoute, il faut que tu rentres. Et surtout, mais arrête de dire mon nom. Vu comment Mero est une dingue des détails, ça m'étonne quand même qu'elle ait pas pensé à vérifier les communications de ce truc, donc il connaissait l'existence, tu vois. Ouais, mais elle perd le contrôle sur la fin, Mero. Non, il y a toujours une sorte de contrôle jusqu'au moment où la rébellion se lance. Et qu'elle se fait écraser, où la révolte se fait écraser, la vie. Et c'est là qu'elle perd pied, mais avant, sinon, elle est totalement en contrôle. Mais voilà, enfin, petite incompréhension au niveau de ça, mais sinon, ça reste qualitatif. Après, comme il savait de toute façon qu'il allait venir et qu'il surveillait tout, pourquoi en plus se prendre la tête à écouter toutes les communications? Tu saurais quand même ce qui s'est passé, quoi. Vu le fiasco que ça a été, t'aurais pas pu faire pire, quoi. Mais bon. Ça reste pour les personnages. On parle pas beaucoup aussi, enfin on en parle un peu, mais on parle pas aussi toutes les intrigues qui ont été lancées et qui n'ont pas encore de fin. Je pense à Mon Mothma, qui est... dans son intrigue, il y a pas vraiment de début, mais il y a pas vraiment de fin. C'est assez flou des deux côtés. On voit bien l'évolution quand même. Oui, on a une évolution qui va nous amener à la Mon Mothma qu'on retrouve sur Rogue One, sur la planète et la finalité de cette sénatrice aussi, c'est la création de la résistance. Donc vu que la résistance n'est pas encore créée, c'est normal que son intrigue soit pas terminée. Oui. Par contre, elle gère avec brio les soupçons qui portent sur sont portés sur elle. Et ça, c'est fou. On voit, oui, qu'elle arrive à déjouer un peu les manipulations de l'Empire, mais il y a quand même une fin qui est assez claire, hein, c'est qu'elle va se retrouver sur Yavin 4 avec ce fameux plan pour voler les plans de l'Étoile Noire. Donc,
Moi je dis wait and see, mais dans la saison 2, ça risque de péter pas mal du niveau de Mode Mappa. Déjà, on a des informations. Alors, la série se passe sur 5 ans pour arriver jusqu'à Rogue One. Il s'est passé avec Matt, qu'un an. c'est qu'on savait pas trop combien de temps il s'était passé dans Ouais. cette saison 1. Alors, Parce qu'il y a plein de moments où on se demande justement en termes de temporalité combien de temps il reste dans la prison, combien de temps il reste entre le moment où il s'enfuit avec les crédits et le moment où il a arrêté. on a eu des informations, c'est que la saison 2 va se passer à peu près sur 4 ans. D'accord. Donc la saison 1 sur un petit peu moins d'1 an. Déjà la prison, on sait qu'il y a eu des sauts dans le temps de 30 jours. Déjà, voilà. La saison 2, il va y avoir 2 blocs apparemment, justement pour arriver au dernier Rogue One. Les premières scènes de Rogue One, tu les comprends pas. D'accord ? Il se passe des choses avec Cassian et on comprend pas trop où est-ce que ça veut aller. La fin d'Andorre, ce sera le début de Rogue One. Mais vraiment, à quelques jours près, quelques semaines près, c'est un début. C'est parfait. Ça, on adhère. Ça a été communiqué récemment, alors j'ai plus exactement le texte en mémoire, mais en tout cas ça va être ça. Si jamais je me suis gouré sur les années, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce que je le fais de mémoire, mais il me semble que ça va être sur pas mal d'années la saison 2. Ok, bon bah à voir. Donc, Ça répond à une de nos questions déjà. c'est clair. Une interrogation de moins, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette saison 2 à votre avis? Alors, est-ce qu'on va retrouver, moi je me demande, est-ce qu'on va retrouver le manifeste de Caris Oui, très sûrement. sur la résistance et tout ça, parce qu'il l'a confié à Andorre quand même. Moi je pense que ça va être une des bases de la rébellion. Parce que ça a été manifeste. très développé, ce personnage a été très développé au début de la saison. On a été très triste de le voir mourir comme ça pendant qu'il s'enfuit après le casse. Mais je le vois bien comme, tu sais, un truc genre diffusé comme, tu sais, dans les radios résistance, diffusé sur plein de radios pirates. Bah, tu vois, j'aimerais bien qu'effectivement ils reprennent ça. Comme un des Parce que fondements de sinon, la je me dis rébellion. pourquoi l'avoir développé autant dans le début de la saison 1 si on n'en entend plus parler C'est le après. développement d'Andorre. Pour moi, la saison 2, ça va être comme sur l'épisode avec le casse où on récupère l'argent, c'est-à-dire qu'on va avoir plein d'attaques, de moments où on va cibler des infrastructures, on va faire mal à l'Empire. Là, on a les balbutiements, ils vont trouver une base, ils vont continuer à à recruter du monde, à essayer de faire de la rébellion, la rébellion sur plein de planètes, et des attaques ciblées, avec Vel, avec les gars qui partent sur le vaisseau. Tu sais, celui qui jette la bombe. Oui. Mine de rien, il est important parce qu'il a perdu son père, parce qu'il veut se lancer dans la rébellion. Donc moi, je le vois aux côtés d'Andorre sur les prochains épisodes. Oui. Et voilà, ça va être de l'attaque, ça va être une course-poursuite avec Miro, qui va vraiment devenir folle. Clairement. Qui va et avec Karn à côté d'elle, le duo, il va être... Là, on a bien senti le duo se créer à la fin de la saison. Ah, le duo. C'est clair. Donc... il va être beau. Ah non, mais ça va être tellement... cringe. Et je me nourris ce cringe. Mais oui. Mais après, moi... On peut déjà discerner peut-être que certains arcs de la saison 2, donc déjà il va y avoir toute une petite partie, je pense, sur Yavin 4, la base de la rébellion au début de Star Wars 4, parce qu'il faut bien qu'ils y arrivent à un moment et qu'ils établissent tout ça. Ouais, mais après la saison 2 va pas être hyper longue non plus si elle est sur le même format de la saison 1 et qu'il se passe 4 après, ans. Après ils peuvent changer de il va rythme. se passer, ça va être comme sur une saison 1, il va se passer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va avoir des arcs, un peu comme dans un manga où tu vas avoir 30-40 épisodes sur quelque chose. Là, on va avoir des arcs de 2-3 épisodes. 3 épisodes comme sur la saison 1. Exactement. Et en même temps, ça fait du bien. C'est un bon format. Je trouve que ça fonctionne bien. C'est peut-être un peu long au démarrage. Quand t'as un épisode par semaine, c'est un peu long. Quand tu peux regarder la série d'une traite, c'est pas du tout long et c'est pas un souci. C'est clair. Donc oui, pour moi, c'est un format qui marche. Faut le conserver dans la saison 2. Peut-être disséminer un peu plus d'action, mais là, vu que tous les personnages sont directement installés, on va pouvoir foncer directement dans le dur. Et, ce que je me dis, c'est que même si on rentre pas dans une action combat direct, on aura quand même de la tension, vu où sont situés chacun des personnages et leur contexte à chacun. Bien sûr. Tout à fait. C'est tout pour moi. Ouais, juste avant de partir, je pense qu'on peut terminer sur nos flops, nos tops de cette série. C'est mon petit plaisir, ça permet de focaliser. Donc je vais demander votre personnage top. Ça va être comme tout le monde, je pense, Luten, forcément. Gros plaisir, parce que dans la nuance, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce personnage. Oh, on en a parlé, mais assez. On l'a encensé, finalement, mais il est
Enfin, c'est aussi la magie du scénariste, c'est d'arriver à nous retourner le cerveau en mode mais mon Dieu, ce personnage. Et voilà, Luten, c'est notre Luten qui potentiellement a un sabre laser ou un truc électrique. On a vu. Pitié, oui. Je verrais plus un truc électrique comme certains Stormtroopers ont. Mais voilà, on verra bien. Parce que ça ressemblait quand même beaucoup, ouais. Ouais, Luten. Ouais. Et toi, si t'as choisi Luten, moi du coup je vais choisir Miro, la méchante qu'on adore détester, qui est un personnage très bien construit aussi et dont on voit les motivations évoluer au fil de la saison 1. Et bah moi, aucune originalité, j'ai dû aussi Luten, hein, parce que Luten c'est mon dieu. Karn est pas loin derrière pour moi. Oui, c'est bien vrai, je pense qu'il a pas la même ampleur qu'un Luten, mais pour l'instant. Pour votre flop. Personnage flop, ah bah Karn. Personnage flop. Uvel qui m'a un peu déçu. Non, moi je serais sur le Cinta. Très beau choix. Parce que Vel, il y a de la nuance quand même, alors que Cinta, c'est juste pas contente. Tu vois, c'est tout. Ouais, y a rien d'autre. Mais elle est pas encore développée. Ouais, j'avoue, Cinta, c'est un peu Galadriel dans les zones de pouvoir, tu vois. Voilà. Bon, après, moi, c'est facile, hein, Andorre. Non, vous allez peut-être me prendre pour un hérétique, mais la série s'appelle Andorre, donc est-ce que c'est lié à sa mère ou à lui, je sais pas, mais en tout cas, il est clair que Andorre n'a pas, même s'il apparaît le plus à l'écran, il n'a pas la prestance, il n'a pas le fait que je me dise c'est Andorre, mon dieu, c'est il a pas la incroyable. Profondeur d'autres personnages. C'est un bon personnage, mais il manque de profondeur. Et moi, j'ai trouvé qu'il commençait à avoir de la profondeur, comme je l'avais dit dans le dernier épisode, où je commençais à l'apprécier. C'est clair. Pour la scène top. Pour la scène top, oh là là, je suis pas toute la saison, oh là là. Ouais, j'en ai déjà une, et je peux vous le dire, c'est pas vraiment une scène. Ou sinon, on peut peut-être pas parler de scène top, mais d'épisode top. Le discours de Luten Rael. Peut-être, mais sinon on peut plutôt dire un épisode top, ça sera plus simple. Je sais pas. Plus dur. Ouais. Ma scène top pour moi c'est le après générique finalement avec l'étoile de la mort. Ouais mais ça tease. Oh là là regardez, on monte l'étoile de la mort. 4 ans plus tard, c'est pas fini, on monte l'étoile de la mort. Non, c'est pas pour cette symbolique là, c'est parce qu'ils ont fait travailler des milliers de prisonniers pour les fameux trucs. Tu te dis à quoi ça sert les trucs qu'ils sont en train de construire. Le truc étoile dans la prison. Et finalement tu te rends compte que c'est pour construire l'étoile de la mort, et je trouve la symbolique elle est exceptionnelle, c'est que Andorre a participé à la création de l'étoile de la mort, et juste pour ça moi je suis en mode oui d'accord je comprends, c'est drôle. Mais quel dieu ce scénariste. Alors moi en termes de scène top, un peu épisode top, je dirais l'évasion de la prison. J'ai beaucoup aimé que ce soit la façon dont il construit le plan, ou le moment même où il décide, que le contremaître décide de l'aider, c'est vraiment un moment très fort. Comment ça veut dire il y a tant de gardes, les retournements qu'il y a dans la prison, j'ai beaucoup aimé. Je comprends, j'accepte. Moi, ça va partir directement sur un épisode 6. Épisode 6, la scène top, quand il s'échappe avec après avoir l'œil. On en parlait tout à l'heure, mais c'était magnifique. L'épisode est incroyable. Pour remettre en contexte, l'épisode 6, c'est l'attaque ciblée sur le barrage. Le barrage, voilà, exactement. Et oui, cette fin avec les météorites que l'on voit dans le ciel. Ouais, c'est magnifique. Et surtout là, le retournement de situation avec la fin, t'as comment il s'appelle le vieux loup de mer là, Skin qui retourne sa veste, Andorre qui le bute, Andorre qui se barre. Enfin, il y a tellement de retournements de situation et des plans qui sont magnifiques. Et tellement de morts dans cette quand tu vois les personnages rentrer dans les tailles, tu sais, les chasseurs de la mort, et tu vois derrière les météorites en train de foncer, tu fais mon Dieu, c'est beau. Quand ils sont dans le vaisseau, que Caris finalement tu sens qu'il va pas survivre, qu'il a les jambes pétées, et que tu vois en même temps les météorites derrière avec Andorre qui dit mais je vais où et t'es en mode mon Dieu. Ah non mais c'est un délire. Quel plaisir. Donc voilà, pour votre note globale sur la série. Non, je note pas. Tu notes pas? Ah non, jamais. Pourquoi? Voilà. Non, il faudra faire une vidéo entière là-dessus, mais non, je note pas. Pour moi, c'est un sentiment, mais c'est très personnel. Si tu veux une note, ça pose
ça pose quelque chose de dur en mode c'était voilà d'objectif alors que c'est tellement subjectif. Voilà, oui, mais une note peut être subjective. Et que t'as le temps de changer 40 fois d'avis sur la saison. Bien sûr. Bah d'accord, il y aura pas de note. Moi je vais le faire à la Chechounet, hein, ma note c'est sur 20. Voilà, allez hop. Voilà, alors moi je veux bien donner une note sur 10, je dirais 7. D'accord. Parce qu'il y a eu des petits moments de lenteur qui m'ont un peu déçu et que j'aurais aimé que Andor ait de la profondeur avant le dernier épisode. D'accord. Mais sinon j'ai beaucoup aimé regarder cette série. Donc pour moi 7 c'est quand même une bonne note. D'accord, ouais, je pense que je partirai autour d'une note entre 6,5 et 7,5. Parce que bien sûr, le final m'a un poil déçu, mais sinon la construction de la série, tout au long de la série, est très très bon. Donc voilà, j'irai pas jusqu'à dire que c'était la série de l'année, mais ça a été un très bon divertissement et sûrement l'une des meilleures séries Star Wars à ce jour. Amen. Même si je les ai pas vues les autres. Non, mais alors, avis personnel. de merde. Avis personnel, j'ai beaucoup aimé Andor, mais je préfère Mandalorian. D'accord. Alors, ça propose pas du tout les mêmes choses. Bien sûr. Mais le côté aventure de Mando et les musiques. Parce que les musiques d'Andor, elles sont assez oubliables. Je suis désolé. Par contre, les musiques de Mandalorian, quel bonheur. C'est un plaisir. Et donc, je sais pas pourquoi. Parce que les deux séries sont très qualitatives, mais je préfère Mando. Non, mais c'est des choix qui t'appartiennent. Après, c'est des séries tellement différentes, avec des... Tu vois ce que je veux dire, des contenus tellement différents et des sujets abordés tellement différents que et par ça exemple, s'explique pas trop. Hein. Par exemple, j'ai bien aimé Boba Fett, alors là je vais me faire taper dessus, le début. Parce que découvrir comment fonctionnent les hommes des sables, comment fonctionne cette société, des personnages qui ont toujours été très peu développés, j'ai surkiffé ce passage, mais après ça devient longuet et c'est pas intéressant. C'est vraiment très peu intéressant. Longuet, faudrait finir par conclure. J'accepte. Allons-y. Ouais, si vous nous écoutez, déjà merci, ça fait trop plaisir. On a adoré chroniquer Andor tout au long de ces 12 semaines, non pas 12, plus 7, mais... Ouais, oui, parce qu'il y a eu 3 épisodes d'un coup, ouais. Donc ça a été un réel plaisir. Je sais pas si vous avez d'autres mots pour conclure cette vidéo. Si, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup si vous avez réussi à aller jusqu'au bout de cette longue vidéo. Ce sera pas aussi longue que celle sur Seigneur des Anneaux, mais elle va déjà être longue. On vous laisse là. Ouais. À bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss. Ciao.